Donc ça va être un échange, un débat, une discussion finalement sur des problématiques qui nous concernent. Alors la jeunesse, l'emploi, le contexte actuel. Il y a une première remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est la suivante, c'est que moi quand j'avais l'âge de la majorité d'entre vous, la question du chômage ne se posait pas. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils terminaient leurs études, au bout de quelques mois, ils trouvaient du travail. C'était pas un problème. Je parle là des années 60. En tout cas, cette question du chômage, moi, elle m'a énormément frappé et je ne me suis jamais résigné au chômage. Voilà. Et je ne veux pas me résigner au chômage. Je pense que c'est quelque chose d'inhumain, d'anormal, qui n'a pas de raison d'être. Et que c'est, je dirais, le défi moral que notre époque n'a pas su relever, en tout cas en France. Effectivement, il faut rappeler que les jeunes ont un taux de chômage... les jeunes sont défavorisés de trois manières. Ils ont un taux de chômage souvent du double du taux moyen. Ils ont un taux de pauvreté plus élevé, souvent du double, et ils ont une couverture sociale plus faible. Les trois choses s'expliquant mutuellement. Bon. Cette question du chômage et de l'exclusion pollue beaucoup toutes les catégories dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui fait son service civique, il le fait bien sûr parce qu'il a envie d'apporter quelque chose à la société, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire aussi parce que ça va quand même lui donner un certain revenu et que c'était très légitime. Tout ce débat que vous avez sur le travail, sur l'engagement, il faut partir peut-être d'une vision de la personne et des besoins de la personne. Alors, il y a des tas de façons de parler des besoins de la personne. Il y a la pyramide de Maslow, mais dans une approche un peu personnaliste, moi je trouve intéressant de partir de trois besoins qui me paraissent fondamentaux et qui se réfèrent à des rapports au temps différents, qui sont les besoins matériels, les besoins relationnels et les besoins spirituels. Je crois que toute personne, pour s'accomplir, pour trouver son unité, pour être elle-même, pour retrouver le bien-être, elle a besoin de satisfaire ces trois besoins. Les besoins matériels. Les besoins matériels, ça implique du travail. Alors, les besoins relationnels, c'est autre chose. Là, ce qui exprime le mieux ça, c'est l'idée du don anthropologique, c'est-à-dire le fait de donner, recevoir et rendre. Le fait de recevoir le don crée une dette et on va théoriquement rendre quelque chose à un moment que l'on choisira. On peut d'ailleurs ne pas rendre, mais l'échange se réduira si on ne rend pas. Par contre, si on est en permanence en train de donner, de recevoir et de rendre, on va avoir un échange riche. Et puis, alors, le troisième temps, c'est le temps spirituel au sens très large du terme, c'est-à-dire le temps du sens. Qu'est-ce qui fait que ma vie a un sens? Pourquoi je vais engager ma vie? Pourquoi je vais... Comment je résous ce dilemme de la condition humaine? Donc pour moi, une personne, ça se constitue, et l'organisation de la société doit permettre à chacun de trouver d'équilibrer ces différents types de temps. Et ça me mène à un troisième point, mais qui est le rapport. Il me semble que vous tourniez autour de ça dans ce que j'ai entendu brièvement, la différence entre le travail, la vocation et l'engagement. Bon, le travail, c'est le travail. Bon, voilà, je pense qu'il faut en passer par là. Moi, je suis pour le travail à temps choisi. Un travail de qualité à temps choisi pour tous doit être une priorité nationale partagée et impliquant les efforts de chacun. C'est quelque chose d'important. Alors, le travail et la vocation. Alors, c'est important ça, la vocation. C'est important la vocation parce que c'est ce qui nous différencie
des autres. C'est ce qui fait que notre singularité va s'exprimer. Et donc c'est intéressant parce que on voit bien que plus on arrive à développer progressivement, aller dans une activité, alors qui peut être soit professionnelle, soit bénévole, qui correspond à sa vocation, c'est-à-dire à sa singularité propre, plus les effets pour la société sont bénéfiques. Donc on doit chercher sa vocation progressivement. Le problème, c'est que ça ne se trouve pas d'un coup. Certains trouvent d'un coup. Mais ensuite, il y a une partie lourde dans le travail qu'il faut subir, qui est pénible, et une partie plus vocationnelle, plus créative, où on est plus soi-même. Et il faut se battre dans son travail, une fois qu'on a accepté de rentrer dans le système avec sa lourdeur, pour essayer de développer cette partie-là, qui est la singularité. Donc, quant à l'engagement, c'est pas tout à fait pareil que la vocation. Parce que l'engagement, on s'engage pour servir une cause qui tout d'un coup vous touche. C'est pas nécessairement la vocation, ça peut le devenir. Mais c'est aussi une dimension des activités humaines, disons, voilà, à côté du travail et de la vocation. Et donc tout le débat que vous aviez, me semble-t-il, c'est que le service civique, aujourd'hui, il a un petit bout de travail parce qu'il y a du chômage, il a un petit bout de vocation parce qu'on cherche, et il a un petit bout d'engagement, il a un gros bout d'engagement, normalement, voilà. Ouvrir un parcours à la fois citoyen et professionnel pour tous les jeunes. Je voudrais insister sur le mot « parcours ». C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas distinguer des temps en disant il y a des temps différents, etc. L'enjeu, il est de permettre, on l'a dit pas mal aujourd'hui, de travailler au niveau du parcours et de travailler au niveau d'une personne globale. Et je ne crois pas qu'au niveau d'une vision de la personne, on puisse séparer le travail, la vocation et l'engagement. Moi, je dirais le travail, l'invention ou la création et l'engagement. Je crois que le défi qu'on a aujourd'hui et qu'on a posé, c'est de les conjoindre. La société actuelle, dans sa difficulté, etc., oblige à ne plus les séparer. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, et c'est là-dessus qu'on bute. Pourquoi avoir une conception aussi fermée du travail ? Il y a aussi le travail, c'est autant pour soi que pour autrui. Ça peut être du travail choisi, c'est sûr, ça peut être l'œuvre dont parle Hannah Arendt, mais je ne vois pas de possibilité de relation sans partage d'un travail ou d'une activité. Sans ça, on est dans de la mondanité, le don anthropologique c'est bien, mais il repose aussi sur du faire ensemble. C'est un peu aussi toute cette question qui me semble évoluer dans des conceptions du travail que propose par exemple Allemand ou d'autres. C'est le makers, on est sur une évolution vers de l'agir ensemble, vers du faire ensemble, et c'est ça qui crée la relation. Et c'est ça qui crée des sens, et pas du sens. Donc voilà, je me demande si à vous écouter, l'enjeu de notre séminaire, c'est pas de dire il faut articuler cette capacité d'action, cette volonté d'engagement. Alain m'a demandé de venir sur ce temps de dialogue parce que effectivement j'ai fait un travail de capitalisation en fait de 10 ans de travail dans une mission locale en Île-de-France. Moi, cette question du chômage des jeunes me préoccupe parce que je vois depuis ces dernières années cette précarité, cette difficulté des jeunes de vivre. Et il y a différentes propositions qui ont été faites, différentes réflexions. Évidemment, on a forcément besoin de réfléchir, de travailler ensemble, de mutualiser les idées. Chaque personne est singulière et il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent travailler. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin qui ont envie, qui ont besoin, pour des tonnes de raisons, des jeunes à qui, si on dit pourquoi tu pourrais pas faire un service civique, vont dire par exemple je peux pas avec 500 €, c'est pas possible. Moi, ça c'est tous les jours que je rencontre cette réponse-là, malgré mon côté engagé sur le service civique où je suis. Il y a d'autres jeunes qui ont envie, comme dans les pays du Nord, mais de moins en moins, parce que c'est quand même assez coûteux, mais qui ont envie de faire cette année de césure et de
partir avec ce crédit, comment ça s'appelle en Norvège, le crédit, ils ont un crédit un droit de tirage qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent, soit partir en voyage, se former, etc., à des moments différents. L'année sabbatique, c'est une chose formidable. Ça aussi, ça peut être... Mais bon, eux, ça s'appelle... donc, et qui, du coup, ont plutôt envie d'abord de partir à l'étranger avant, de faire une expérience associative, de s'engager, de rien faire éventuellement. Juste pour faire la transition, enfin, je trouvais très intéressant au niveau du Québec, ils ont ces 2 années en fait de cégep où ils se cherchent tout le temps, enfin c'est juste après le bac, mais ils n'ont pas le bac. Et donc du coup ils ont ces 2 ans où en fait ils choisissent, ils valident mais différentes options. Ça peut être de la philo et de l'astro, de la physique, de la musique et du cinéma. Enfin vraiment ils les composent et pendant ces 2 ans finalement ils se cherchent, ils se trouvent, ils se perdent, enfin ils se retrouvent. Je crois que c'est pour ça qu'on revient à cette histoire d'écoute active dont parle beaucoup Bertrand Schwartz, c'est que savoir essayer de comprendre, d'écouter, de prendre du temps pour accompagner sur ce que la personne souhaite. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Du coup, oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Anne, par rapport à ce que les jeunes cherchent, c'est l'emploi avant tout, mais moi, ce dont j'ai l'impression aussi, c'est que ils n'ont pas la connaissance du champ des possibles. C'est-à-dire que moi, je fais un peu un parallèle avec quand j'allais en forum pour présenter les chantiers bénévoles internationaux, et que c'était des forums job d'été, que ce soit en université ou alors dans les lycées ou quoi, et ben les jeunes, ils viennent, ils ont 15-16 ans, ils viennent, ils disent « je veux travailler ». Sauf qu'au final, quand on creuse un peu, ils veulent travailler pourquoi ? En fait, ce qu'ils veulent, c'est s'occuper l'été, c'est pas travailler forcément. Et en fait, tout ce qu'ils voient pour s'occuper l'été, parce qu'il y a maman derrière et que... Enfin, ça dépend des jeunes, hein, je les mets pas tous dans le même sac, hein, mais souvent il y a maman derrière et que maman, elle dit « bah tu vas pas rester 2 mois à rien faire à la maison, tu vas pas rester 2 mois sur ta console, faut que tu trouves un travail, viens, on va au forum job d'été ». Sauf qu'il y a l'alternative des chantiers. Et du coup, voilà, de voir que c'est aussi possible de faire autre chose que de travailler, parce que de toute façon, à 15-16 ans, travailler c'est un peu compliqué, déjà qu'à 18 ou avant, voilà. Du coup, il y a ça aussi. Et en fait, je pense que le fait qu'ils ne voient pas ce champ des possibles, ça fait que justement, ils restent dans une espèce de chose linéaire, de parcours linéaire qui semble être tout tracé. Parce qu'ils voient pas ce qu'il y a autour, et ce qui fait que voilà, ils s'engagent dans des voies qui leur correspondent pas forcément, mais qui voient pas d'autres alternatives, donc ils y vont, et ça fait qu'au fur et à mesure, ça se transforme en travailleurs qui souffrent. C'est un cercle, c'est pas un cercle, mais ça suit au final, et c'est ça, je pense, l'importance le rôle important qu'on a tous autant qu'on est là, c'est d'enlever ces lorgnettes, quoi, d'élargir la lorgnette, justement, de leur élargir la lorgnette et de pouvoir leur permettre d'avoir autant de possibilités selon leur situation respective. Après, encore une fois, je parle pas des cas les plus extrêmes où vraiment là, l'urgence c'est une situation financière. Mais... En mission locale, les premières demandes des jeunes sont l'emploi. Et justement, à chaque fois, les conseillers qui écoutent, qui essaient d'écouter... Alors ça, je vous parle de façon générale, il y a 450 structures, effectivement, il y en a qui font sans doute pas le travail comme elles devraient le faire, comme on demande de le faire, mais ce premier travail, c'est d'écouter, et donc, par rapport à la demande, et au contraire, parfois, attends, il y a peut-être d'autres choses, il y a, par rapport à ce que tu me dis, il y a des formations, il y a des pistes là, justement, de service civique, de chantier, de choses comme ça. On ouvre les champs du possible, mais c'est la demande des jeunes qui est de travailler. C'est juste tout simple, hein, c'est vraiment concret. Et alors, la deuxième chose par rapport à ça, c'est de travailler dans des choses qui font sens. Il y a différents types. Il y a une diversité d'emplois, parce qu'il peut y avoir aussi des nouveaux métiers, des nouveaux emplois.
Maintenant, il y a des choses qui se développent. On essaye ce qu'on appelle, c'est pas non plus très joli, l'élargissement des choix professionnels. C'est pas beau comme terme, mais ça correspond à plein de choses. Autour, justement, là, du côté de Montpellier, de l'agriculture, mais de l'agriculture diversifiée, avec de l'accueil à la ferme, et des choses comme ça, les métiers de la mer. Il y a tout le travail des missions locales qui essayent d'élargir justement les possibilités et d'offrir des choses qui sont parfois plus intéressantes que pour des jeunes de Bac plus 5 qui sont obligés d'aller travailler sur des choses qu'ils n'ont pas choisies parce que sur leur master de philosophie, ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Je voulais juste revenir sur la notion de parcours qui est très intéressante mais qui n'est pas facile à gérer puisqu'on demande en fin de troisième de faire un choix et quand on a 15 ans, je pense que c'est vraiment difficile. Alors il y a de souvenir Marie-Hélène Doublet qui avait fait une étude sur l'orientation et qui avait, alors c'est pas terrible de mettre des cases, enfin d'essayer de mettre des jeunes dans des cases, mais à un moment donné il faut juste faire ressortir des parcours qu'on retrouve souvent. Donc il y avait 4 parcours. Le parcours facile où le jeune, dès ses 5 ans, il a toujours su qu'il voulait être, je sais pas, conducteur de locomotive. Et il y arrivera, il sera très heureux. Et en général, ces jeunes-là, on les oublie parce que tout va toujours très bien. Et c'est dommage parce qu'ils ont aussi une richesse qu'ils peuvent apporter aux autres. Mais comme ils vont bien, on les met un peu de côté finalement. Je me souviens plus du deuxième, je me souviens de celui qui est chaotique, où c'est un jeune qui va ne jamais savoir ce qu'il veut faire. Et celui-là, il est un peu dérangeant parce que nous, adultes, on se dit « Ah bah c'est bien, tu vas vers ça, bah, c'est super. » Non, c'est pas possible, il ne veut plus. Ou ça lui plaît pas, ou voilà. Et il y en a un autre où je ne me souviens plus non plus du terme du parcours, mais il avait une image, puisque c'est toujours une représentation du travail ou d'un métier, souvent d'un métier, et quand il essaie, en fait il est très déçu par cette réalité du travail, parce qu'il avait idéalisé énormément ce métier, et donc il faut partir à l'angle droit pour trouver autre chose. Donc nous en MFR on essaye vraiment de faire un suivi individuel, mais ça implique du temps, évidemment. Quand ils arrivent chez nous, on leur demande de rester dans le même métier au minimum 1 trimestre. Et c'est vraiment un minimum, parce qu'un métier, on ne le découvre pas en quelques semaines, évidemment. Et qu'une fois qu'ils auront passé au moins ce trimestre, là, on leur demande d'aller dans un autre métier qu'ils ont envie de découvrir. Et souvent, c'est là où ils ont des choses qui se déclenchent et que tout se met en place, quoi. Je crois que ce qui est important c'est de donner du choix, effectivement, aux jeunes. Le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Voilà. Dans l'époque que j'ai connue, on avait du choix quand même, un peu de choix. Voilà. Et il y avait de la promotion et du choix. C'est ça aujourd'hui qui manque. Et de ce point de vue-là, construire des parcours où il y a des droits de tirage, différents droits de tirage, je crois que c'est pas une mauvaise idée. Moi, je voulais juste peut-être profiter pour terminer par une anecdote de quelqu'un qui est expert du quotidien, un proviseur d'un lycée, donc je vais dire la ville puisque je ne peux pas dire quartier, banlieue, voilà, de Sarcelles, qui me dit, quand on parle des jeunes, et donc de ces jeunes et donc des lycéens, il me dit, bah, tu sais, finalement, Fatima, au final, moi je trouve que mes jeunes, finalement ils sont courageux, parce que ils sont dans un monde où on leur dit ce que vous venez de dire, en fait. Voilà, c'est là, et puis en fait, toi, tu es là, mais là, il y a quelque chose qui fait que peut-être que tu n'atteindras jamais ce rêve qu'on te vend. Mais finalement, ils ont quand même plein de projets, plein d'ambitions, plein d'envies, plein de volontés, et que finalement, peut-être que nous, on se pose trop de questions, mais que eux se les posent, et que c'est à cause de nous qu'ils se les posent ces questions, parce que finalement, eux, ils y vont, en fait, et je pense pour la plupart, ils le font en se disant que, comme on dit, comme le disent les jeunes, il y a moyen. Voilà.